Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, Clara Müller, historienne de l'art et rédactrice pour Né, nous propose une conférence dans laquelle elle souligne l'importance de l'odorat dans notre attachement au monde vivant qui nous entoure. Une conférence présentée par Guillaume Tesson. Est-ce que vous allez bien ? Oui. Nous continuons notre cycle de cet après-midi avec du nez pour le vivant. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de notre anosmie à la nature ? Que se passe-t-il entre nous et en nous lorsque nous respirons un arbre, une fleur ou même une trace animale ? Comment notre odorat pourrait-il être revalorisé pour nous relier de manière plus intense au monde vivant ? Pour en parler, nous recevons Clara Müller, qui est historienne de l'art et rédactrice pour Né. Pour nous, Clara, vous allez synthétiser les premières recherches du livre sur lequel vous travaillez. Le point de départ, c'est le constat d'une crise de la sensibilité et cette interrogation, pourquoi a-t-on rejeté l'odorat ? Vous allez nous en dire davantage dans une intervention à la croisée des disciplines entre philosophie et histoire de l'art. Clara, nous vous écoutons. Merci Guillaume. On va faire un petit peu un grand écart avec la conférence d'Irach. On était dans les sciences dures pour aller en plein dans les sciences humaines, presque dans la philosophie. Merci en tout cas de rester pour ce grand écart. Comme Guillaume l'a expliqué, je suis de formation historienne de l'art, spécialiste des odeurs dans la littérature et dans l'art moderne et contemporain. Donc, avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui, est-ce que tout le monde m'entend ? Je me rends pas compte. Ouais. Avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je m'éloigne a priori de mes champs de recherche habituels, seulement a priori parce que vous allez voir qu'il y a des liens qui existent. Il y a quelques années, j'ai commencé à douter un petit peu de la voie que j'ai choisie, notamment au vu de l'angoisse écologique qui se développait en moi. J'avais l'impression d'avoir un métier un petit peu trop détaché de ces enjeux. Et j'ai essayé de réorienter mes recherches, d'abord en étudiant des œuvres respirables, olfactives ou non d'ailleurs, qui traitaient de la question de la qualité de l'air et des impacts des activités humaines sur l'atmosphère. Et puis mes recherches autour de ces questions art, olfaction, écologie ont pris un nouveau tournant il y a environ 1 an. Et donc pour que ça fasse sens pour vous, je voudrais vous raconter un petit peu les prémices de cette recherche, puisque Guillaume l'a dit, je n'en suis qu'au début. Et je vais vous présenter donc les raisons qui m'ont amené à faire cette présentation et à ce titre peut-être un peu énigmatique du nez pour le vivant. Donc il y a 1 an, je me promenais dans un coin de forêt du Jura. Il avait neigé toute la nuit et je cherchais à sentir, à respirer les odeurs des sapins, des mousses, de toute cette vie que je voyais autour de moi. Sauf que rien ne sentait parce que tout était étouffé par la neige et j'avais cette impression que la forêt était devenue muette presque au sens propre puisque toutes les odeurs qu'on sent dans une forêt sont des signaux, des mots, tout un langage chimique et volatile qui s'échange entre les êtres vivants. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je cherchais un projet d'écriture pour une résidence de poésie qui devait avoir lieu dans la forêt d'Orléans. Et dans ce grand silence olfactif de la forêt jurassienne enneigée, je me suis pris à me répéter cette petite phrase « Si la forêt d'ordinaire sent si bon, c'est parce qu'elle parle ». Et donc de là est né le projet d'un livre pour enfants qui expliquerait en poésie le langage olfactif de certains végétaux et de certains animaux non humains, avec cette idée d'aider les enfants à comprendre un petit peu ce brouhaha chimique qu'est notre atmosphère et à construire une relation sensible aux êtres vivants par le biais de leur odorat. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée dans la forêt d'Orléans pour cette fameuse résidence d'écriture. Et plus je travaillais à ce projet, plus je lisais, plus j'écrivais, plus je me promenais en suivant les odeurs végétales et animales de la forêt, plus je me rendais compte que cette approche olfactive du monde vivant, il fallait la promouvoir pas seulement auprès des enfants, que c'était d'abord auprès des adultes. Et donc ce projet de livre pour enfants qui existe
toujours, a quand même laissé la place à un projet d'essai qui est donc celui sur lequel je travaille maintenant. Un projet d'essai qui est ancré dans certains courants des pensées de l'écologie, et notamment celle qui postule que la crise écologique actuelle est aussi une crise de notre sensibilité au vivant et de nos relations au vivant. Donc aujourd'hui, dans le temps assez limité dont je dispose, je voudrais vous faire une proposition, celle d'apprendre à faire un usage conscient et informé de notre odorat à l'endroit du vivant. Je vais revenir sur cette proposition, mais avant, je voulais revenir sur cette idée de crise du sensible, qui me semble très importante et dont vous avez peut-être déjà entendu parler. L'idée d'une crise de notre sensibilité au vivant et d'une extinction de nos relations, de notre expérience, avec la nature. Ces idées-là, elles ont été développées assez diversement depuis plusieurs années par différents penseurs et philosophes. Je pense à Bruno Latour, David Abram, Jean-Philippe Pierron, Robert Bayle et notamment le philosophe français Baptiste Morisot que vous connaissez peut-être et sur lequel je vais m'appuyer principalement pour aujourd'hui. Et donc cette crise de la sensibilité, il s'agit de dire que nous sommes dans la modernité occidentale du moins extrêmement limités en termes des percepts, des concepts, des affects, des récits, des imaginaires et en somme des relations qui nous relient aux autres êtres vivants. Et que cette crise-là serait conjointement une cause et un effet de la crise écologique actuelle. Et en effet, notre héritage culturel, notre socialisation nous ont rendus aveugles, sourds, anosmiques aussi aux vivants, et nos sens ne nous permettent pas ou plus de tisser des relations avec les autres animaux, avec les végétaux, avec les bactéries, avec les champignons, etc. Baptiste Morisot demande combien de fois n'avons-nous rien vu de ce qui se tramait de vivant dans un lieu. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire beaucoup trop de fois. Et donc, il y a tout un style d'attention à créer envers les vivants, tout un chemin à parcourir pour que deviennent réellement signifiants les indices de ces existences et de ces êtres vivants et de leur manière d'exister. Baptiste Morisot parle de la nécessité de développer une culture du vivant qui pallierait cette pauvreté de nos relations aux non-humains. Et je voudrais imbriquer dans cette notion celle de culture olfactive du vivant. Il y a aujourd'hui beaucoup d'articles, d'ouvrages, d'éthologues, d'écologues, de naturalistes, de philosophes, d'historiens, d'historiennes de l'art qui parlent de sentir, pas de sentir justement, de voir autrement, d'écouter autrement, de regarder autrement la nature et les vivants. Mais l'odorat justement, et ça vous étonnera sûrement pas, reste un petit peu en dehors de ces préoccupations jusqu'à présent, alors qu'il me paraît vraiment nécessaire que viennent s'insérer dans ces discours sur le vivant et le sensible, la question de l'odorat et la question du sentir au sens propre. Mais nous partons dans ce projet avec une double aliénation, une sorte de double handicap, à savoir celui de notre attention appauvrie au vivant, d'une part, et celui de notre attention appauvrie à nos sensations olfactives, d'autre part. Et donc de là découle logiquement une forme d'hyposmie, d'anosmie ou d'hyposmie, en tout cas au monde naturel. Or, ces deux déficits d'attention partagent des causes communes, et c'est aussi pourquoi il me semble particulièrement pertinent d'essayer d'enrichir les deux conjointement. Je m'explique rapidement. Ces deux manques d'attention sont assez liés aux raisons qui ont fait de la nature un objet extérieur à nous. Et je mets des guillemets et une grande majuscule à nature. Notre tradition culturelle dualiste a établi un fossé entre nature et culture, entre animalité et humanité. On a inventé des cases et des hiérarchies pour le vivant, l'homme blanc se tenant au-dessus de tout, voire en dehors, derrière une ligne qui le séparerait des millions d'autres espèces avec qui nous cohabitons sur Terre. Et donc, toutes ces espèces qu'on a appelées donc, de ce grand mot de nature, auquel je mets les guillemets et la majuscule. Et donc, la condition moderne de la civilisation est en quelque sorte l'aboutissement d'un processus d'avilissement ontologique du reste du vivant, qui ne sont que des choses, des objets, éventuellement répondant à une logique mécaniste, mais tout à fait bons à être exploités, parfois jusqu'à outrance, souvent même jusqu'à outrance. Vous voyez ici un exemple d'échelle des êtres ou échelle de la nature qui montre cette conception classique de l'ordre de l'univers. De bas en haut, vous avez les minéraux, les végétaux, les animaux et l'être humain au sommet. Suivant cette logique, on a considéré que l'être humain ne devenait véritablement humain qu'en dominant ce qu'il y avait de naturel en lui et hors de lui, et donc notamment en s'arrachant à sa propre animalité pour se civiliser. De là découle une relation au vivant dénuée d'égards. Ça, c'est la formule de Baptiste Morisot, encore une fois. Et de cela découle notre monde en crise et notre relative apathie face aux problèmes écologiques, à la 6e extinction de masse, etc.
Et de cette tradition cosmologique découle aussi en grande partie en fait la dévaluation du sens de l'odorat en Occident. Et c'est là que je reviens à mon sujet. L'odorat, on le sait, a longtemps été dénigré, surtout en Occident. On l'a considéré comme trop proche de nos instincts animaux, trop bestial, incompatible avec la raison qui se doit de dominer ce monde chaotique des passions et des sensations. Et donc, trop incompatible finalement l'odorat avec cette idée d'une humanité désanimalisée. Freud fait même du refoulement de l'odorat la condition de la civilisation, ça va jusque-là. Et on lit beaucoup jusqu'au début du XXe siècle vraiment que la sensibilité accrue à l'odorat est l'apanage des sauvages et des animaux. Et je mets des guillemets puisqu'on sous-entend par là que nous ne serions en Occident ni l'un ni l'autre. Et donc voilà encore une des conséquences de la hiérarchisation du vivant qui humanise l'homme par opposition à la nature et au non-humain, jusqu'à rejeter tout ce qui pourrait lui rappeler son appartenance au règne animal. Et donc vous voyez que rejet de la nature et rejet de l'odorat sont profondément liés, le second étant en quelque sorte un symptôme du premier. Et ce qui est mis de côté dans ce système de pensée, c'est donc notre sens le plus proche de ce qui fait de nous des vivants liés les uns aux autres, puisqu'il y a, vous le savez, solidarité entre respiration et olfaction. Que respirer, sentir, ça se rend disponible au monde, disponible aux autres. C'est même en quelque sorte incorporer les autres avec ce processus qu'est la respiration. Je cite ici le naturaliste américain John Burroughs qui écrit que notre relation la plus constante et la plus vitale avec le monde extérieur est une relation chimique et que l'acte de respirer illustre bien nos relations mystérieuses avec la nature, la manière astucieuse avec laquelle elle joue le rôle principal dans nos vies à notre insu. À notre insu, c'est-à-dire sans que nous y prêtions attention, de manière inconsciente. Pourtant, ce qui entre en jeu, lorsque nous respirons une forêt, une fleur ou un animal non humain, c'est notre pleine présence, notre appartenance au monde, c'est notre intimité avec le réel, c'est notre propre tissage avec le reste du vivant. Ne sommes-nous pas avant tout des êtres aériens, écrit Maeterlinck, et les parfums qui sont les joyaux de cet air qui nous fait vivre ne l'ornent pas sans raison. Et malgré tout, à quelques exceptions près, nous négligeons ces joyaux de l'air. Alors bien sûr, on a une attirance quand même de longue date pour certaines odeurs de la nature. Dominique Roch nous parlait du parfum, notamment des résines des arbres. Je pense à l'odeur du pétrichor, aussi à l'odeur de certaines fleurs. Et je dis certaines fleurs parce que finalement, quand on sait que la catégorie des plantes angiospermes, des plantes à fleurs, domine le monde végétal, on se rend compte qu'on est relativement limité dans le nombre de fleurs auxquelles on s'intéresse vraiment olfactivement. Et donc, il reste un nombre incalculable d'odeurs qui nous échappent totalement, alors qu'elles sont pourtant parfaitement accessibles à notre odorat. Petit sondage à main levée, qui ici a déjà senti une fourmi ? Personne. Pas grand monde. Si, une personne. Deux. Eh bien, effectivement, les fourmis, pour se défendre, produisent une substance qu'on appelle acide formique, qui a une odeur acre et vinaigrée, qui est parfaitement perceptible par notre odorat. Je réitère la question pour le frottis d'un cerf ou d'un chevreuil en forêt à l'automne. Alors, il y a peut-être un petit peu plus de gens. Ce parfum-là, il est parfaitement détectable. On a l'impression qu'il stagne un petit peu au détour des chemins, notamment en période de rut. Je mentionne encore ici l'odeur nauséabonde qui signale la proximité d'un nid de huppe faciée. C'est un exemple que je trouve assez fascinant. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non. La huppe faciée, la femelle, sécrète une substance nauséabonde pour défendre son nid, mais elle instrumentalise aussi la saleté de son nid pour créer des odeurs qui vont repousser les prédateurs. Et donc en forêt, on peut totalement détecter au nez la présence d'un nid de huppe faciée. Je m'arrête là pour les exemples, mais on voit qu'il y a quantité, 3 exemples sur des milliers, quantité d'odeurs qui nous échappent. Et bien sûr, alors cette sensibilité dépend des individus. Je pense que des personnes comme Colette Jean-Giono, Dominique Roch et certainement plusieurs personnes ici ont une sensibilité accrue à ces odeurs. Seulement globalement, en tant que société en tout cas, ce que notre nez saisit du monde vivant est loin d'être suffisant pour participer d'un véritable enrichissement d'une compréhension et d'une relation avec le non-humain. D'une part, donc, parce que nous ne prêtons pas assez attention à ces sensations olfactives, et d'autre part parce que nous manquons à la fois du bagage de connaissances éthologiques, écologiques, évolutionnaires et de la tournure d'esprit pour traduire et dégager du sens de ce que nous sentons. Et quand je parle de sens, je ne parle pas d'un sens humain, même si c'est très intéressant aussi, je parle d'un sens autochtone. Expression que j'emprunte également à Baptiste Morisot. Et donc, comment, par exemple, considérer le sens autochtone du parfum de la rose ?
Eh bien, c'est se dire que le parfum de la rose, ce n'est pas qu'une matière, par exemple, pour faire des parfums. Ça, c'est le voir comme une ressource, une matière à création et ou à profit, d'ailleurs. C'est se dire que le parfum de la rose n'est pas que matière à poésie, symbole de l'amour, etc. Ça, c'est encore y projeter des significations humaines. C'est se dire que le parfum de la rose n'est pas qu'un décor plaisant pour nos vies dans nos jolis jardins et nos parcs floraux. C'est se rappeler, comme le disait Maeterlinck, que le parfum de la rose n'orne pas l'air sans raison. Et ça, on a tendance à l'oublier, à oublier que la rose est un existant, doté d'une agentivité, et que son parfum, en cela, possède des significations riches, des fonctions propres à sa manière d'être vivante, et que donc l'énergie qu'elle déploie pour sécréter et émettre ce parfum est en l'occurrence un comportement qui traduit son interdépendance avec d'autres vivants, en l'occurrence les pollinisateurs, abeilles, bourdons, papillons, cirfes et j'en passe. Il s'agirait donc, en humant une rose, de tenter de comprendre en partie cette forme de vie particulière qu'est la rose à partir de son comportement olfactif et du sens autochtone de celui-ci. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur la diversité des odeurs du monde vivant. Déjà, en 99, Francis Allais écrivait qu'on estimait entre 25 000 et 30 000 le nombre de composés organiques volatiles biogéniques odorants détectés rien que pour les plantes. Je rappellerai seulement que les odeurs du monde vivant, qu'elles soient délibérément émises, la conséquence involontaire d'un phénomène, ou qu'elles soient instrumentalisées pour jouer un rôle précis, comme on l'a vu dans le cas de la huppe faciée, eh bien, ces odeurs sont toujours la manifestation d'une interaction, d'une relation entre les êtres vivants. L'odeur signifie toujours que quelque chose se crie, se murmure ou se produit entre des êtres vivants. Et ce, de manière inter- ou intraspécifique d'ailleurs. Et donc, l'une des manières, en réalité, d'entrer en relation et d'échanger des informations communes à presque tous les grands phylums du vivant, c'est bien cette communication chimique et notamment olfactive. Toutes ces molécules dont on connaît souvent le nom en parfumerie elles ont donc d'abord un rôle dans la vie de milliers, voire de millions d'êtres. Alors, je vous avais apporté des branches de romarin de mon jardin, mais comme je suis partie de Sancerre lundi, elles ont eu le temps de sécher, donc je vous les ferai pas sentir. Malgré tout, voilà, on connaît le parfum du romarin, mais qu'est-ce que ce parfum, qu'est-ce que cette odeur nous dit du romarin? Le cinéole qui lui donne en partie son odeur, on connaît cette molécule pour son usage en parfumerie notamment. Eh bien, le romarin, sécrète ce terpène pour se défendre, notamment contre certaines menaces biotiques, notamment des petits insectes qui voudraient le grignoter. Et pourtant, si vous cherchez cinéole sur Google, vous allez trouver des tonnes d'informations sur l'usage humain du cinéole et très peu sur sa fonction originelle, son rôle sémiochimique pour la plante qui produit, les plantes en l'occurrence, qui produisent le cinéole. Pour passer très succinctement sur quelques-uns des comportements olfactifs des êtres vivants, voici donc une petite liste très simplifiée. On a les odeurs qui servent d'abord, je viens de l'évoquer avec le romarin, les odeurs qui servent de système d'alerte, qui servent également de défense chez de nombreux végétaux, mais aussi chez des animaux. Ici, on connaît tous le cri d'alarme de l'herbe coupée qu'on appelle 6,3-hexénol en parfumerie. Les exemples abondent. On a aussi les odeurs qui peuvent servir à alerter les voisins d'un danger, à repousser un agresseur, à attirer des partenaires d'une autre espèce qui pourraient venir à la rescousse pour, par exemple, manger les agresseurs. On a aussi des parfums qui se mettent au service de la reproduction. On a parlé des séductions florales de la rose, mais alors c'est valable pour plein d'autres plantes et évidemment pour les animaux. On a ces odeurs qui marquent des territoires avec différentes méthodes de frottis olfactifs, de marquage urinaire, de marquage fécal, et puis toutes autres sortes d'odeurs qui sont le résultat d'interactions entre des micro-organismes ou de l'action de la microfaune. Et là, je pense par exemple à l'odeur justement de la terre après la pluie ou à l'odeur des feuilles en décomposition. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est détricoter, en quelque sorte, ces multiples significations olfactives du vivant. Je cite ici Laurent Tillon, dans son ouvrage « Être un chêne », qui met en mots sa prise de conscience de ces communications volatiles dont il se fait un petit peu malgré lui l'un des interlocuteurs, et il écrit « Sentir le parfum d'un arbre, c'est prendre part à cette conversation, bien qu'elle se déroule dans une langue étrange aux nombreuses subtilités, mais malgré toute sa complexité, cette langue ne nous est pas totalement inaccessible. » Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec une historienne de l'art? Alors d'abord, ça me concerne en tant qu'être vivante, mais aussi en tant qu'historienne de l'art, entre autres parce que certains artistes contemporains contribuent aujourd'hui à faire évoluer notre perspective et notre compréhension des odeurs du monde vivant non humain. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple parce que je manque de temps, celui de l'artiste américaine Carla Bengtson,
qui, lors d'une résidence dans la forêt amazonienne, s'est rendu compte qu'il était assez nécessaire d'ouvrir une brèche non visuelle dans son travail parce que, et je la cite, « Plus je passais du temps à observer, plus je prenais conscience de l'incapacité de mon système visuel à capturer une grande partie de ce qui se passait autour de moi. » Elle s'est à partir de là efforcée à créer des parfums pour entrer en relation avec divers êtres non humains, en l'occurrence des animaux, en adoptant des stratégies olfactives propres à ces espèces, et notamment les stratégies olfactives des abeilles de la tribu Euglossini, qui sont ces fameuses abeilles qui pollinisent la vanille en Amérique centrale. Et donc, ici, vous voyez un flacon du parfum Euglossa qui est inspiré par les connaissances des biologistes au sujet des rituels de séduction de ces abeilles à orchidées, dont les mâles vont récolter des odeurs dans leur environnement pour composer un parfum spécifique pour attirer les femelles. Et c'est-à-dire que sans sécréter eux-mêmes des odeurs, ils vont instrumentaliser des odorants présents dans leur environnement pour leur donner une signification nouvelle. C'est un comportement qu'on connaît bien, je pense, ici dans un salon du parfum. Et donc ici, l'artiste, elle a voulu à son tour composer un parfum en piochant dans la palette aromatique disponible à ses abeilles pour créer un parfum qui lui permettrait de communiquer d'une certaine manière avec les abeilles à orchidées. Elle a d'ailleurs réussi à attirer des abeilles femelles avec ce parfum. Ici, l'artiste nous invite en quelque sorte à respirer et à sentir à hauteur d'abeille, mais elle fait aussi quelque chose que je trouve intéressant, elle fait un geste en direction d'une autre forme de vie en adoptant ses codes propres, et là, en l'occurrence ses codes olfactifs. Et le résultat est une forme assez intéressante, me semble-t-il, d'adresse interespèce. Et cette approche qui tend donc à redonner un sens autochtone aux êtres qui ont développé des modus vivendi olfactifs me permet par ailleurs, donc là je vous ai donné l'exemple d'une œuvre, mais ça me permet également d'entrer autrement dans d'autres œuvres, c'est-à-dire d'en faire des lectures parfois plus riches et peut-être plus complètes en décentrant un petit peu notre perspective humaine. Là aussi, je ne donnerai qu'un exemple de cette œuvre que vous avez peut-être vue récemment à l'Institut du monde arabe dans l'exposition Parfums d'Orient, qui est une installation de l'artiste franco-marocain Hicham Berrada, qui s'intitule Meskelil, dans laquelle vous voyez ici du Cestrum nocturnum, qu'on appelle en français galant de nuit ou jasmin de nuit, qui est une fleur blanche de la famille des Solanacées, et qui n'émet son parfum, qui n'émet son parfum que la nuit. Et ce que l'artiste a fait, c'est qu'il a inversé les cycles du jour et de la nuit à l'intérieur de l'espace d'exposition pour que le parfum que la fleur odore au moment où les visiteurs sont dans l'espace. Et donc, on découvre cette installation sous cette lumière bleue qui n'est pas détectable par les plantes. Et si on venait la nuit, on verrait des grosses lampes horticoles qui reproduisent le spectre solaire et qui permettent à la plante de garder son cycle simplement inversé. Et donc, ce qui m'a intéressée ici, c'est qu'on a lu beaucoup de choses sur cette œuvre. Il y a eu beaucoup de commentateurs depuis 2015, la première fois qu'il l'a présentée. Et beaucoup se sont étalés sur la poésie de l'œuvre, de ces fleurs qui parfument merveilleusement la nuit, comme c'est mystérieux, comme c'est beau. On a aussi beaucoup parlé de la manière dont ça met en évidence le contrôle rendu possible par la technique et par la science de l'humain sur les cycles de la nature. Et tout ça, c'est vrai, ce ne sont pas des lectures du tout erronées ou absurdes de cette œuvre. Mais une question qui n'a jamais été posée, c'est pourquoi ? Pourquoi le Cestrum nocturnum ne fleurit et n'odore que la nuit ? Personne dans ce que j'ai lu, je ne serai pas catégorique, mais je n'ai rien lu qui posait cette question. Alors que la réponse, elle est évidente pour tout naturaliste, et pour vous aussi, je suppose maintenant, c'est que cette fleur adresse son parfum à des pollinisateurs qui ne sont actifs qu'au coucher du soleil, donc en l'occurrence les papillons de nuit. Et donc, la plante a coévolué avec ces papillons et ce parfum ne s'adresse qu'à eux, il ne s'adresse pas à nous. Et je trouve ça tout à fait caractéristique de notre crise de la sensibilité au vivant que de n'avoir pas considéré un instant ce qu'est véritablement une fleur de Cestrum nocturnum et les raisons la raison d'être de ce comportement olfactif qu'on a qualifié de poétique, alors même qu'elles sont là au centre du dispositif. Elles sont cadrées en plein milieu de l'œuvre, elles sont là bien vivantes, mais le moderne moyen ne se rend pas attentif à son existence, ne s'interroge pas sur les particularités de sa forme de vie et ne cherche pas à traduire donc leur sens autochtone. J'y reviens. Ça se contente en général d'être c'est poétique, c'est symbolique, mais souvent ça va pas plus loin. Et pourtant, cette œuvre qui limite notre vision, qui nous plonge dans une obscurité à laquelle notre corps n'est pas vraiment adapté, qui exacerbe le sentir, elle nous donne presque à embrasser la perspective d'être autre qu'humain,
puisque c'est un peu de cette manière-là que cette plante existe pour ceux pour qui elle existe le plus fort, c'est-à-dire les pollinisateurs nocturnes. Ici, on donne presque à sentir la fleur depuis le point de vue de la relation qu'il a tout entière façonnée. Et une telle lecture de cette installation, de sa dimension olfactive, me semble intéressante en ce qu'elle permet de créer un terrain de rencontre avec l'altérité d'autres formes de vie. Alors, je vous ai donné là que 2 exemples tirés de l'art parce que je n'ai pas le temps de faire plus, mais il me semble véritablement important que l'art et la littérature, qui sont des merveilleux lieux d'invention, qui pluralisent et qui affûtent notre sensibilité, que l'art et la littérature donc s'emparent de ce projet de changer notre rapport sensible au vivant, parce que c'est aussi ainsi que se forge une culture. Je voulais enfin évoquer la question de l'éducation de notre odorat, parce que c'est également assez important pour répondre à la proposition que je formule. Ce sujet a été abordé, il me semble, dans les jours passés et le sera encore demain, notamment avec des membres de Nez en Herbe. Et aujourd'hui, cette éducation de notre odorat, elle est prise en charge par des individus bénévoles, volontaires en général, qui décident de la mettre en place à leur échelle. Et pourtant, l'éducation de notre nez est réclamée depuis au moins 2 siècles par des penseurs, des auteurs, des scientifiques, qui déjà, à rebours de la pensée dominante, pressentait le mal fondé de notre hiérarchie des sens. Ici, j'aurais pu choisir parmi des dizaines de citations, je vous ai choisi celle-ci de Lydie Martial, qui date de 1923 dans un article sur l'éducation des sens, et qui dit que les errements actuels qui sont en train de détruire notre odorat sont un crime abominable contre l'humanité, la Terre et l'évolution. Sauf que voilà, entraîner la sagacité de notre sens olfactif, alors sagacité voulant littéralement dire finesse de l'odorat, on l'oublie un peu, eh bien entraîner notre sens olfactif n'est pas tout à fait suffisant pour ce que je propose, ce projet donc de renouer par le nez avec le vivant. C'est très important, évidemment, mais ce n'est que le début, parce qu'il reste toute cette question de la qualité de l'attention qu'on va porter à ce sens et de notre manière de l'informer à l'endroit du vivant. Ce que je veux dire par là, c'est que le parfumeur au nez le plus développé, le plus éduqué, pourrait se promener en forêt, détecter et reconnaître des milliers d'odeurs, de champignons, différentes espèces de fleurs, d'arbres, d'animaux peut-être, et ne pas véritablement sentir ce qui se trame dans l'air. C'est-à-dire qu'il pourrait détecter et reconnaître ces parfums, mais ne pas interpréter ces perceptions. Ne pas comprendre ce que ces odeurs racontent du monde vivant, ce qu'elles expriment des liens entre les êtres, et donc sans que cette perception ne s'intègre et ne vienne nourrir finalement une relation. Ici, je vais paraphraser l'historienne de l'art Estelle Zhang Menggual, qui, elle, traite de la vue. Elle dit qu'il faut équiper, enfin, j'adapte un petit peu ce qu'elle dit, il faudrait donc éduquer notre équipement mental, en plus de notre équipement nasal. Donc, il ne s'agit pas que d'apprendre à sentir, il s'agit aussi d'apprendre à penser et à s'investir autrement dans ce que l'on sent d'une part, et à être en mesure de le traduire d'autre part. Je recite ici John Burroughs qui le dit de cette manière à propos de l'œil. Il dit « L'œil est informé et aiguisé par l'esprit et la science confère à la vue de nouveaux pouvoirs. » Et bien de la même manière, les savoirs récemment produits dans les domaines de l'éthologie, de l'écologie, de la biologie végétale, de la chimie peuvent conférer à notre nez de nouveaux pouvoirs. Je voudrais partager une dernière pensée à ce sujet en partant d'un petit texte que j'ai déniché. Je vois que tout le PowerPoint a été un petit peu coupé en bas. Une dernière pensée donc, qui est d'un petit texte tiré d'un ouvrage de 1906 écrit par un certain docteur Laurent, prônant l'éducation de l'odorat, donc à nouveau à rebours des idées en cours à son époque. Et il écrit notamment « J'ai connu des gens intelligents et instruits qui ne savaient guère distinguer que 2 variétés d'odeurs, les bonnes et les mauvaises. C'est insuffisant. » Jusque-là, on est d'accord. Et il continue avec cet exemple que j'ai reproduit. Il dit « Placez 2 hommes dans un jardin un matin de printemps. L'un dit simplement « ça sent bon » et il hume avec joie l'air embaumé. L'autre analyse. Il reconnaît l'odeur ténue des résédas, celle plus pénétrante des roses, le parfum discret des violettes, la fragrance des jacinthes et des narcisses. Le premier sent comme un animal, il n'a qu'une sensation d'ensemble agréable. Le second, au contraire, a une foule de sensations fines et distinctes. Alors ça commence bien, mais le docteur Laurent se trompe ensuite du tout au tout. Et sa conclusion, vous l'avez certainement senti, est complètement erronée. Et ça montre vraiment combien les hommes ont été aveugles dans leur désir de ne pas être des animaux d'une part et de les supplanter en tout point d'autre part. Parce qu'en réalité, on se rend compte, je pense, que c'est bien le premier qui sent comme un animal, qui sent comme un humain, pardon, du moins un moderne moyen, et le second qui sent comme un animal.
Et ce que je voudrais, moi, c'est peut-être que nous sentions comme des animaux humains, comme des humains qui reconnaîtraient et qui assumeraient leur pleine appartenance à une animalité qui serait revalorisée, qui ne serait donc plus étranger à la nature, c'est-à-dire sentir de manière attentive, discriminante et interprétative, comme un animal, mais de surcroît de manière informée par les savoirs humains à l'endroit du vivant. Donc la prochaine fois que vous vous promènerez, peut-être dans un parc, dans une forêt, arrêtez-vous un instant, non seulement pour profiter, décortiquer ces odeurs, mais peut-être aussi pour prendre le temps de vous demander que dit telle odeur de tel être vivant, de sa façon d'exister, de ses besoins, de ses relations aux autres. Prenez le temps de penser à ce qui se tisse par cette odeur et de reprendre part à cette immense conversation, à cette grande communauté du vivant. Donc l'idée, ce n'est pas de sentir ça comme une simple toile de fond, comme pour beaucoup le bruit, le chant des oiseaux n'est qu'un bruit de fond de nature. C'est l'idée vraiment de postuler qu'il y a des liens vitaux qui se jouent, des choses à traduire dans ce que vous sentez, même si vous ne savez pas forcément encore les traduire. Je suis d'accord que c'est un travail de longue haleine, que c'est quelque chose qui prendra du temps à l'échelle individuelle et encore plus à l'échelle collective, mais je pense que c'est un travail qui mérite d'être fait. Vous sentez peut-être qu'il manque des directions dans ce que je viens d'énoncer. Guillaume l'a dit, ici, c'est pas un aboutissement du tout de recherche, c'est un entrebâillement de quelque chose. Je suis sûre qu'il y a encore, enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'autres pistes à explorer. Je ne sais pas du tout l'heure qu'il est, mais je vais quand même m'arrêter ici. En vous laissant sur cette citation de Michel Onfray. Sacrifier le nez, c'est s'interdire de comprendre le monde quand il se fait effluve, parfum et senteur. C'est aussi se mutiler, amputer ses facultés avec l'ardeur de qui voudrait se paralyser, s'isoler, se maintenir à l'écart du réel. Merci de votre attention. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.